L'affaire Sally McNeil, le massacre de la Saint-Valentin. Épisode 1. L'affaire Sally McNeil semble tout droit sortie d'un film. Son personnage principal est une bodybuildeuse. L'arme du crime est un fusil à pompe et la scène se passe en Californie, un soir de Saint-Valentin. Seulement voilà. Cette histoire n'est pas une comédie d'action des années 90, mais une authentique tragédie. Une tragédie à l'américaine, pleine de bruit et de fureur. L'affaire Sally McNeil est l'histoire d'une ex-marine devenue bodybuildeuse et qui rêvait de victoire et de remporter le titre de Miss Olympia. C'est l'histoire d'une femme éprise de liberté, mais aussi cabossée par la vie et brutalisée par les hommes. C'est l'histoire d'une famille ravagée par la violence et la frustration. Et c'est une plongée impitoyable dans l'arène d'un sport fascinant et méconnu, le bodybuilding, avec ses rêves de grandeur, ses excès et ses démons. Vous écoutez un hors-série homicide qui plonge dans les drames les plus meurtriers de la grande famille du sport. « 14 février 1995, Oceanside, Californie. C'est la nuit de la Saint-Valentin. Dans sa chambre, le cœur battant à tout rompre, Sally McNeil charge un fusil à pompe. Un fusil de calibre 12 avec une poignée pistolet. Entre ses mains puissantes de bodybuildeuse, l'arme à feu ressemble à un jouet. Que s'apprête-t-elle à faire? À cet instant, Sally McNeil semble terrifiée. Ou alors, elle est enragée. Pour cette femme de 34 ans, en tout cas, c'est de la faute de Ray, son mari. Ray McNeil, 30 ans, bodybuilder lui aussi. Dans 4 jours, il doit concourir dans une compétition professionnelle à Miami. Sally n'en peut plus de sa violence, de son mépris. Elle a sacrifié sa vie à cet homme qui la trompe et la bat. Ses enfants, Shantina, 11 ans, et John, 9 ans, nés de son premier mariage, mais qui vivent avec eux dans la maison d'Oceanside, peuvent en témoigner. Mais ce soir, pour Sally, c'est fini. Au procès, 1 an plus tard, le terrible engrenage de cette fatale Saint-Valentin sera reconstitué et restitué, comme en temps réel. En début de soirée, Ray est parti au supermarché Price Club, acheter un poulet pour le dîner. Sally sait que Price Club ferme à 20h30. Mais Ray n'est rentré qu'à 22h30, et avec un poulet hors de prix. Sally est furieuse que Ray ait acheté ce poulet qui coûte les yeux de la tête. C'est elle qui paye tout dans la maison, et elle ne peut pas se permettre de dépenser autant d'argent en ce moment. Elle demande à son mari où il était passé, et s'il en a profité pour aller rendre visite à l'une de ses maîtresses. Sally est à cran, mais Ray aussi. La date du concours de culturisme auquel il s'est inscrit approche. Il passe ses journées à manger du poulet et à entretenir ses muscles hypertrophiés. Ce régime l'épuise. Mais quand il rentre, Sally lui lance qu'il a l'air d'une merde et qu'il n'a aucune chance au concours. Le ton monte, comme souvent. Mais cette nuit-là, pourquoi Sally s'est-elle soudain précipitée dans sa chambre pour s'emparer du fusil? Dans leur rapport, rédigé peu après cette funeste soirée, les policiers décrivent l'enchaînement des faits. Ray l'a giflé, l'a poussé par terre et a commencé à l'étrangler. Sally s'est écartée, a couru dans la chambre et a sorti son fusil de son étui, dans le placard. Dans leur déposition, les enfants confirmeront avoir entendu leur mère suffoquer, comme si elle était étranglée. Quand Sally revient dans la cuisine, armée de son fusil à pompe, Ray est au fourneau, en train de cuisiner le poulet, comme si de rien n'était. Sally le braque alors avec son arme et tire. Face aux policiers, quelques heures plus tard, Sally déclare qu'après avoir reçu le coup de feu, Ray s'est retourné vers elle et s'est approché, toujours menaçant. D'après sa déposition, c'est là qu'elle a chargé la 2e cartouche, a pompé l'arme à nouveau et a fait feu une seconde fois. Mais Sally a-t-elle véritablement rechargé son fusil dans la cuisine
Ou bien était-ce dans la chambre? Déterminer précisément l'endroit où Sally a remis une balle dans le canon de son arme peut paraître anecdotique, mais ce détail va s'avérer crucial au procès. Pour l'heure, cependant, la seule chose indéniable, ce sont les blessures de Ray McNeil. Le premier coup de feu l'a touché à l'abdomen et le second, en plein visage. Les enfants se sont enfuis de la maison en criant, alertant les voisins. Sally sort de chez elle et donne son fusil à un voisin. Puis elle appelle le 911. Sur l'enregistrement de cette conversation, conservé par la police, on entend Sally dire « J'ai tiré sur mon mari parce qu'il me battait ». Mais l'opératrice qui a pris l'appel ce soir-là déclare aussi avoir entendu la voix d'un homme gémissant demander « Pourquoi tu m'as tiré dessus ?» Et Sally lui répondre « Je t'ai dit que je gobais plus tes conneries ». Alors, que s'est-il vraiment passé? Sally était-elle vraiment menacée de mort quand elle a tiré sur Ray? En attendant l'arrivée de la police, Sally recouvre Ray d'une couverture. Il saigne abondamment. Lorsque les policiers arrivent sur la scène de crime, ils notent leur première constatation. Ray est à quatre pattes à l'intérieur de l'appartement et Sally se tient devant l'évier de la cuisine. Le visage de Ray semble avoir été soufflé de l'arête du nez jusqu'au menton. Mais il ne cesse de marmonner « Pourquoi? Oh mon Dieu! Et aidez-moi !» Puis les secours arrivent. Vision d'horreur. Le foie de Ray dépasse de son ventre. Ray est transporté en urgence à l'hôpital. Ray McNeil est admis au Scripps Memorial Hospital de La Jolla, à 40 km de là, au nord de San Diego. Mais il décède quelques heures plus tard au cours d'une intervention chirurgicale. Les médecins constatent que le premier coup de feu a traversé 3 côtes et fait un trou dans son diaphragme. Le tir a également endommagé sa glande surrénale, son aorte abdominale, son pancréas et l'un de ses reins. La seconde balle lui a causé de graves lésions à la mâchoire inférieure et au visage. Il est alors établi que c'est la blessure au milieu du corps qui a causé sa mort. Pendant que les chirurgiens tentaient de sauver Ray, Sally a été emmenée au poste de police locale. Commence alors pour elle un interrogatoire qui va durer toute la nuit et au cours duquel elle va avouer aux enquêteurs l'avoir assassinée. Cet aveu est le premier d'une série de mauvais choix stratégiques pour Sally. Aux 2 officiers qui l'interrogent, elle tente cependant d'expliquer la fusillade. « Je voulais sortir de la maison, mais il ne m'a pas laissé partir. J'ai alors couru jusqu'à la chambre et j'ai pris mon fusil. » Lorsque la police l'informe au cours de sa garde à vue que Ray est mort des suites de ses blessures, Sally s'effondre en larmes. « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Je voulais juste qu'il arrête de me frapper. » Au terme de son interrogatoire, Sally McNeil est arrêtée et accusée du meurtre au 1er degré de son mari. Sa caution a été fixée à $100 000 et Sally est incarcérée à la prison du comté de San Diego. Hier encore, femme libre et bodybuildeuse, Sally McNeil est à présent prisonnière et accusée d'avoir commis un meurtre avec préméditation. Elle encourt la prison à perpétuité. Mais avant d'être placée en détention, Sally obtient de voir une dernière fois ses enfants, Shantina et John. Dans la salle d'interrogatoire, sa fille et son fils tentent de la rassurer en lui disant que tout va bien se passer. « Si tu pensais qu'il allait te tuer, c'est de la légitime défense », lui dit John, 9 ans. Sally est née en 1960 à Allentown, Pennsylvanie, autrement dit, au mauvais endroit, au mauvais moment. Allentown est en effet une ville moyenne du nord-est des États-Unis qui a été frappée de plein fouet par la mort de l'industrie. La région, qui produisait jadis avec fierté l'acier américain, est devenue la Rust Belt, la ceinture de rouille. Les jobs se sont envolés et à la maison, c'est Sally qui dérouille. Elle grandit dans un foyer violent, avec un père alcoolique qui battait sa femme. Mais déjà, elle cherche à s'en sortir, à s'enfuir. Et son moyen, c'est le sport.
Au lycée, Sally perfectionne à la fois ses talents de coureuse, de plongeuse et de nageuse. À l'époque, elle espère devenir prof de sport. Confiante, elle s'inscrit au Stroudsburg State College. Malheureusement, à un semestre de l'obtention de son diplôme, Sally se retrouve soudain sans argent. Et elle doit brutalement abandonner ses études. Enfant battu, devenue athlète pour changer de vie, mais trop pauvre pour espérer être diplômée et en faire un métier. Quel choix restait-il à Sally? Dans une région ravagée par la crise, les jeunes n'ont pas 36 solutions pour survivre. Alors, pour s'éloigner de sa famille, Sally décide de s'engager dans l'armée. Elle n'est pas la première. Avant elle, son frère et son oncle ont fait pareil. Et Sally rejoint le corps des Marines. L'armée aurait-elle pu permettre à Sally d'extérioriser la violence subie depuis l'enfance? Qui sait? Elle aurait même pu être une échappatoire. Et au début, Sally y croit. D'autant qu'elle y rencontre l'amour, en la personne d'Anthony. Anthony Loudon est, comme elle, un soldat. Ils se marient en 1982 et ont rapidement 2 enfants, Shantina et John. Mais bientôt, l'idylle tourne au vinaigre. Le mariage se révèle miné de tromperies et d'abus domestiques, à tel point qu'au procès de Sally en 1996, Anthony se blâmera pour la descente aux enfers qu'a connue son ex-femme. Le couple divorce en 1986. Sally a 26 ans, elle a 2 enfants à charge et un 3e qu'elle a confié aux services sociaux. Elle est célibataire et endurcie par sa vie de galère. Mais elle n'a pas renoncé au sport. C'est alors que Sally décide de se consacrer à un sport très particulier. Une pratique marginale et spectaculaire, jusqu'ici exclusivement réservée aux hommes. Une discipline à la fois fascinante et dérangeante. Le culturisme ou bodybuilding. C'est ce sport qui consiste à se sculpter une musculature surdéveloppée et à se soumettre ensuite au regard de jurys professionnels dans l'espoir de remporter des titres et des dollars. Mais que va vraiment chercher Sally dans ce sport à la fois extrême, bizarre et décrié? Une nouvelle estime de soi en se modelant un corps héroïque? Une armure contre les coups trop longtemps reçus? Une place au sein d'une tribu à part? J'essayais de devenir plus grande, plus forte, pour pouvoir me protéger, expliquera plus tard Sally, dans une interview télévisée pour Netflix. Au regard des conséquences de la carrière sportive qu'elle embrasse, ce choix va se révéler désastreux. Mais à l'époque, Sally n'en voit pas d'autre. À l'armée, elle a été recalée de l'école d'administration, bien qu'elle prétende avoir été la seule de sa classe à savoir taper à la machine. Puis elle a été affectée au réfectoire, qui était pour elle l'enfer sur terre. Sally déteste cuisiner. Alors, elle a rejoint les équipes de powerlifting des Marines, ce qu'on appelle la force athlétique. Sally soulève des poids et elle se forge des muscles en acier. Et c'est là qu'elle va rencontrer Ray. En 1987, Sally rencontre Ray McNeil dans un gymnase de l'armée. Ray, de 4 ans son cadet, est comme elle un champion de bodybuilding. Il mesure 1,80 m et avoisine les 130 kg sur la balance, mais 130 kg de muscles saillants. Pour Sally, c'est le coup de foudre. Ils se marient 2 mois seulement après leur rencontre. Tous 2 sergents, ils sont d'abord stationnés à Okinawa, au Japon, puis à la base du corps des Marines de Camp Pendleton, près de San Diego, en Californie. En apparence, pour Sally, son mariage avec Ray a tout d'une renaissance. Sous son nouveau nom de Sally McNeil, elle remporte à 2 reprises le championnat de culture physique des forces armées américaines en 1988 et 1989. Ray, lui, remporte celui de 1990. Le couple pose alors fièrement en photo dans Muscle Magazine, biceps gonflés à bloc et sourire légèrement crispé, sous la légende « Ray et Sally prouvent qu'une famille qui s'entraîne ensemble reste ensemble ».
Sous le brillant des muscles bien huilés et derrière les sourires sur papier glacé, les choses sont différentes. Et elles ne tardent pas à se gâter. En 1990, le sergent Sally McNeil est brutalement rétrogradé et n'est pas autorisé à s'enrôler à nouveau. Après avoir servi pendant 11 ans dans l'armée, Sally est réformé officiellement en raison de son mauvais comportement. Surtout, en privé, la vie de couple est tout sauf rose. Dans une interview accordée en 2009 au magazine RX Muscle, Sally revient sur le calvaire que Ray lui fait endurer dès leur mariage. Avec le recul, j'aurais dû le quitter après le 3e jour de notre mariage. Il m'a battu parce que l'adjudant qui s'occupait de moi avait dit à Ray qu'il n'aurait pas dû m'épouser parce que j'étais une marchandise usagée. Ray était furieux parce que j'avais couché avec 2 autres hommes avant de le rencontrer. Il m'a alors frappé sans ménagement. Ce jour-là, Ray lui donne un coup de poing au visage, lui fendant la lèvre. Mais Sally reste à ses côtés, pour le pire. Dans la même interview, elle détaille l'enfer qu'elle subit au quotidien. À Okinawa, au Japon, où nous vivions à l'extérieur de la base, Ray m'a battu plus de 52 fois. L'une de ces fois, c'était parce que je ne voulais pas écrire la liste de tous les hommes avec qui j'étais sorti. Ray m'a étranglé 3 fois, et la 3e fois, je me suis évanoui. Lorsque je me suis réveillé, j'ai quitté notre appartement en courant, en soutien-gorge et cuissard de vélo. Je me suis caché dans les buissons, plus effrayé par Ray que par les serpents venimeux qui y vivaient. Finalement, le calvaire de Sally va s'achever violemment, 8 ans plus tard. Au début des années 90, Sally McNeil s'est fait un nom dans le monde du bodybuilding. Dans les tabloïds, elle est surnommée la princesse de la gonflette ou encore la mariée tout en muscles. Malgré la curiosité des médias, la carrière de culturiste de Sally ne décolle pas et s'essouffle rapidement. En 1992 et 1994, elle se classe seulement 5e dans la catégorie poids moyen des championnats amateurs des États-Unis. Et ses autres classements sont encore moins brillants. À cette époque, il apparaît peu probable qu'elle remporte jamais un concours amateur majeur ou qu'elle se qualifie un jour pour les championnats de bodybuilding professionnels. En revanche, de son côté, son mari, Ray, lui, est performant. Il a remporté le championnat des forces armées en 1990 et l'année suivante, il a gagné le championnat de Californie et même le championnat d'Amérique du Nord, se qualifiant ainsi pour la Ligue professionnelle. En 1993, Ray participe à pas moins de 10 shows professionnels. L'année suivante, il s'octroie une pause pour préparer un retour triomphal. L'année 1995 doit être pour lui celle de la consécration. Mais pour se préparer, il faut de l'argent. D'autant que Ray s'est aussi découvert une autre passion, le stand-up. Peut-être inspiré par son idole Arnold Schwarzenegger, Ray s'est mis en tête de se lancer dans une carrière d'acteur, allant même jusqu'à suivre des cours de théâtre. Et il s'essaye au seul en scène dans les comedy clubs de San Diego. Pendant que Ray bichonne ses muscles et joue la comédie, c'est Sally qui subvient seule aux frais du ménage. Mais comment fait-elle pour gagner sa vie ? La carrière de culturiste pro n'est plus une option pour Sally, qui n'est pas parvenue à percer. Mais sa petite notoriété dans le milieu va lui permettre de mener une autre activité moins reluisante, bien moins reluisante. Sally McNeil se lance en effet dans une pratique clandestine qui incarne à elle seule le côté obscur du bodybuilding, les séances de lutte privée. En échange de quelques billets, Sally se prête à des combats de lutte avec des hommes, en général bien en chair, dans des chambres d'hôtel ou des gymnases miteux. Ces combats, qui peuvent paraître un peu pathétiques ou carrément sordides, sont souvent filmés et ils s'écoulent ensuite via des circuits occultes de vente par correspondance. Dit plus crûment, Sally vend l'accès à son corps à des hommes qui fétichisent sa force et sa musculature. Dans le milieu du bodybuilding, on appelle ça le culte du muscle, un mélange de kink, voire de déviance sexuelle et de porno soft.
Certes, cela rapporte gros. Sally gagne alors jusqu'à 300 $ de l'heure, grâce à ce qu'il est aussi convenu d'appeler la prostitution du muscle. Mais pour cet ancien athlète et ex-militaire, passé par les Marines et leur discipline très stricte, se retrouver à exercer ce qui s'apparente à des services sexuels avec des types pervers, c'est difficile à encaisser. Et quand on combine ça au régime incessant que lui impose son sport et au budget serré pour entretenir sa famille, Sally a de quoi souffrir et de quoi ressentir un stress de plus en plus intense. D'autant que Ray ne fait rien pour elle. Pire, il ne cesse de lui soutirer de l'argent. Car pour espérer devenir Mister Olympia, le titre le plus convoité dans l'univers du bodybuilding, il s'est mis à consommer des stéroïdes anabolisants, en grande quantité. Après sa mort, les médecins retrouveront dans le sang de Ray McNeil pas moins de 5 types différents. Les amateurs de culturisme les connaissent par leurs petits noms: Allo, Deca, Anadrol, Clen et Mast. Ce sont des hormones qui s'avalent en comprimés ou s'injectent en intraveineuse et qui stimulent entre autres la production de testostérone et la prise de masse musculaire. Le hic, c'est que ça coûte cher, et même très cher. Sally avouera avoir dépensé pour la seule année 1993 plus de 20 000 $ pour payer les produits dopants de son mari. Pour les financer, elle se lance même dans le deal de stéroïdes qu'elle va acheter clandestinement au Mexique en emmenant ses 2 enfants, Shantina et John, pour passer la frontière sans attirer l'attention. Mais le pire, c'est que les stéroïdes que consomme Ray ont de méchants effets secondaires. Ces hormones sont en effet soupçonnées de longue date de stimuler l'agressivité, voire de déclencher chez certains accros des symptômes maniaques. C'est ce que dans le jargon on appelle la roid rage, la rage des stéroïdes. Et Sally va y être cruellement confrontée. Dans la longue interview qu'elle accorde en 2009 au magazine RX Muscle, alors qu'elle est en prison, Sally se souvient. La consommation de stéroïdes anabolisants est à l'origine de la violence de Ray contre moi. Mais lorsque nous nous sommes mariés en 1987, je ne savais pas qu'il en prenait. Je ne savais donc pas qu'il souffrait de rage des stéroïdes lorsqu'il s'emportait et me battait comme un damné. Alors pourquoi Sally, contrainte de se vouer à la prostitution du muscle, à se saigner aux 4 veines pour acheter des stéroïdes à son mari et à subir sa violence incessante, n'a-t-elle pas dit stop? Pourquoi ne s'est-elle pas enfuie loin de lui, avant de commettre l'irréparable? J'avais peur d'attirer des ennuis à Ray, j'avais peur de le perdre. Je refusais d'admettre qu'il me maltraitait. Mon estime de soi était si faible. Je ne pensais pas pouvoir attirer un autre homme comme Ray. Mais la version donnée en interview par Sally n'est pas celle qu'a retenue la police. Le soir du drame, Sally est en effet inculpée de meurtre au 1er degré, le plus grave. On la soupçonne d'avoir préparé et perpétré son crime en toute conscience. Alors, qu'est-ce qui a pu laisser penser cela aux policiers? Au gré de leurs investigations, ce que les enquêteurs et les journalistes découvrent, c'est aussi la part sombre de Sally elle-même, sa violence et même sa rage, qui va jeter sur l'affaire un trouble étrange et perturbant. Au procès, qui se tient 1 an après le meurtre, une série de faits inquiétants est ainsi exposée. Sally a notamment été arrêtée en 1990 pour avoir pointé un pistolet sur son premier mari, Anthony, et brisé les vitres de sa voiture avec une barre de fer. Au cours de son mariage avec Ray, Sally lui a aussi lancé des objets, et notamment des haltères et un magnétoscope, jetés par la fenêtre du 2e étage alors que Ray se trouvait en dessous. Sally s'est également battue avec des policiers venus enquêter sur le bien-être de ses enfants. Le forum en ligne dédié au bodybuilding, T-Nation, rapporte encore le témoignage d'une bodybuildeuse ayant fréquenté Sally à l'époque de sa relation avec Ray. Une chose dont je me souviens s'est produite lors d'un concours de culturisme. C'était l'entracte et une foule hurlante avait formé un cercle dans le hall. Je me suis dressée sur la pointe des pieds et j'ai vu une culturiste du nom de Sally McNeil, robe moulante à paillettes remontée sur les hanches, assise à califourchon sur une autre fille.
Sally tenait la tête de la jeune fille dans ses mains et la frappait à plusieurs reprises contre le carrelage. Il semble que Sally avait découvert que la fille avait une liaison avec son mari, Ray McNeil, un bodybuilder professionnel. Quelques secondes plus tard, la bagarre a été interrompue et la victime s'en est tirée avec tout, sauf sa robe, ses cheveux et sa dignité. Après cette agression, Sally est exclue des concours de bodybuilding pendant 1 an. Il semble avéré que Ray la trompait, et à répétition. Du moins, c'est ce que prétend Sally dans son interview avec le magazine RX Muscle. Dans cette interview, Sally évoque aussi le fait que Ray la trompait également avec des hommes. Mais Sally n'arrange pas son cas, en faisant encore publiquement étalage de sa violence. En 1993, dans un bar de sa ville natale d'Allentown, en Pennsylvanie, ivre morte, elle danse sur une table, et quand un videur tente de l'en empêcher, Sally lui donne 3 coups de pied au visage. Et lorsque la police arrive pour l'embarquer, elle menace de les tuer. Mais surtout, ce qui va définitivement marquer les esprits, c'est le surnom que prend Sally à cette époque. Un surnom qu'elle a adopté pour ses vidéos de lutte privée. Killer Sally, Sally la tueuse, ou encore Killer McNeil, telle qu'elle est créditée dans une vidéo intitulée « Time to Die », l'heure de mourir. Quand son procès s'ouvre enfin, le 14 février 1996, à nouveau le jour de la Saint-Valentin, Sally se présente devant la justice dans la peau d'un monstre. Une femme qui a reconnu un homicide, qui pèse 75 kilos de muscles pour 1m60 et qui arrive auréolée d'une réputation de bagarreuse forcenée. Le massacre n'est pas terminé. Le 14 février, c'est le jour des amoureux. Mais plus pour Sally McNeil. Car le soir de la Saint-Valentin 1995, elle a tiré sur Ray, son mari, à coups de fusil à pompe. Le 14 février est alors devenu le jour des amours tragiques. Et pour Sally, la Saint-Valentin pourrait aussi devenir le jour où elle va être condamnée à la prison à vie. Car c'est également un 14 février, pile 1 an après le meurtre, que s'ouvre son procès. Sally aimait Ray, follement, jusqu'à lui sacrifier sa vie et son argent. Elle a renoncé à sa carrière de bodybuildeuse, s'est mise à jouer dans des vidéos malsaines et à trafiquer des stéroïdes pour le soutenir dans ses rêves de champion de culturisme. Pour lui, elle a supporté les coups et les infidélités, jusqu'à la lie. Mais alors, pourquoi Sally a-t-elle tué Ray après 8 ans de mariage? C'est la question qui est posée aux jurés du tribunal de San Diego. En ce 14 février 1996, ils doivent déterminer si Sally n'a fait que défendre sa vie ou si elle a agi en conscience, voire avec préméditation. Autrement dit, le jury doit décider si Sally McNeil est une victime des circonstances ou si elle est une tueuse de sang-froid, ou encore si elle est un monstre, une furie homicide. À l'ouverture du procès, face au jury, l'avocat de Sally McNeil, maître William Raphael, résume sa ligne de défense dans sa déclaration d'ouverture. La question dans cette affaire est le droit de Sally McNeil d'utiliser la force d'une manière honnête et raisonnable contre son agresseur, afin d'arrêter les coups, les viols, les sodomies et la torture. Sally McNeil entend prouver qu'elle a tiré sur Ray en état de légitime défense et qu'elle a fait cela car elle souffrait de Battered Woman Syndrome, ou BWS, le syndrome de la femme battue. Autrement dit, Sally aurait tué Ray confrontée à une menace pour sa vie, et alors qu'elle était sous l'emprise d'un syndrome de stress post-traumatique. En soutien à sa défense, l'avocat de Sally présente à la cour un expert qui déclare que l'accusé souffrait bel et bien des effets du syndrome de la femme battue. Cette preuve est présentée pour démontrer que la perception par Sally McNeil d'un danger imminent au moment du meurtre était, selon la formule du droit californien, raisonnable, authentique et réelle, ce qui accréditerait la légitime défense. Mais ce que la Cour souhaite surtout savoir, c'est si Sally avait provoqué Ray.
Sally leur répond « Je ne provoquerai jamais un bodybuilder professionnel de 130 kilos. Une fois, j'ai frappé Ray après qu'il m'ait brutalement battu, ce qui a aggravé la situation. Il m'a cassé une côte et perforé un poumon. » Malgré le témoignage de Sally, sa défense est rapidement mise à mal par l'absence de preuves matérielles des coups que Sally a reçus toutes ces années, et en particulier ce soir-là. Ses avocats n'ont pu trouver aucune preuve ADN que Ray l'avait attaqué la nuit du meurtre. Et quand Sally témoigne à la barre, elle finit par avouer avoir réprimandé Ray en cette nuit de la Saint-Valentin, en lui disant qu'il n'était pas assez affûté pour participer à son concours de bodybuilding et qu'elle en avait assez de ses aventures extra-conjugales. Elle admet aussi qu'elle savait qu'il voulait la quitter. La franchise de Sally ouvre un boulevard à l'accusation. Le procureur Dan Goldstein accuse ainsi Sally d'avoir tué son mari parce qu'il allait divorcer et dans le but de toucher l'argent de son assurance-vie. Le procureur soutient que le meurtre ne peut donc pas avoir été commis en état de légitime défense, mais était au contraire prémédité. Et une preuve de cette préméditation tient notamment à l'endroit où la police a retrouvé la douille de la deuxième balle chargée dans le fusil par Sally. La nuit du meurtre, au cours de son interrogatoire, Sally avait prétendu qu'elle avait rechargé le fusil dans la cuisine sous la menace de Ray qui fonçait sur elle après le premier coup de fusil. Mais la police scientifique a retrouvé la deuxième douille dans sa chambre. Ce qui semble accréditer l'idée qu'elle a trouvé le temps d'y retourner et est ensuite revenue dans la cuisine, achever Ray. Face au juré, le procureur est catégorique. L'accusée est tout sauf une femme battue. Elle est l'une des personnes les plus violentes que j'ai jamais poursuivies. Et l'argument fait mouche. Car en 1996, à la date du procès, l'opinion publique est marquée par plusieurs faits divers récents qui ont mis en avant des femmes violentes. Il y a d'abord l'affaire Tonya Harding, du nom de cette patineuse artistique qui a sauvagement agressé sa rivale Nancy Kerrigan pour une place aux Jeux Olympiques. Et puis, il y a le procès de Lorena Bobbitt, qui a coupé le pénis de son mari violent et qui a finalement été acquittée. Ces femmes en colère, rebelles et violentes, effrayent une partie de l'opinion, qui dénonce alors la culture de l'excuse. Le célèbre avocat pénaliste Alan Dershowitz, avocat de O.J. Simpson, et plus tard d'Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein ou encore de Donald Trump, publie ainsi en 1995 un livre intitulé « The Abuse Excuse », l'excuse de l'abus, dans lequel il affirme que les allégations d'abus permettent à des gens de s'en tirer avec des meurtres. Les femmes battues qui rendent les coups sont tellement inquiétantes qu'au procès de Sally, le procureur veut lui dénier le fait d'être une femme. C'est difficile à dire quand on parle d'une femme, mais Sally McNeil a réussi à combler le fossé entre les sexes. Est-ce à dire que les femmes ne devraient être que des victimes, sans défense? Par naïveté ou aveuglement, Sally McNeil ne voit pas le piège se refermer sur elle. Et elle semble même y foncer tête baissée. Pour tenter d'expliquer sa propre histoire au juré, elle fait projeter l'image de la couverture d'une vidéo qu'elle a réalisée en tant que lutteuse. Killer Sally. Une image où elle tient le même fusil de chasse que celui qu'elle a utilisé contre Ray. Au fur et à mesure du procès, la ligne de défense de Sally, la théorie de la légitime défense, est devenue inaudible. D'autant que les preuves matérielles contre elle s'accumulent. Après la douille de fusil à pompe retrouvée dans sa chambre, les experts, comme dans la série Dexter, présentent les analyses des éclaboussures de sang sur la lampe du salon et la trajectoire des balles tirées sur Ray. Et ils prouvent que l'une d'elles a dû être tirée alors que Ray était au sol, et donc pas debout en train de menacer Sally. Ces éléments viennent battre en brèche la thèse de la légitime défense, qui, en vertu de la loi californienne, exige une croyance réelle et raisonnable dans la nécessité de se défendre contre un péril imminent ou des lésions corporelles graves. Le 19 mars 1996, un mois à peine après le début du procès, le verdict tombe.
Les jurés ont délibéré moins de 3 jours, un temps de réflexion extrêmement court, au vu de ce que risque Sally. Au terme de l'énoncé du verdict, Sally est reconnue coupable de meurtre au second degré, c'est-à-dire de meurtre sans préméditation. Mais bien que le jury ait admis que Sally était victime de violences domestiques, elle n'a pas été considérée comme souffrant du syndrome de la femme battue, et la légitime défense n'a donc pas été retenue en sa faveur. Sally est condamnée à une peine indéterminée de 15 ans à la prison à vie, à laquelle s'ajoute une peine consécutive de 4 ans pour l'utilisation d'une arme à feu. À l'énoncé du verdict, le juge lui lance, cruel, « Vous serez une vieille femme quand vous sortirez. Ray ne méritait pas de mourir comme ça. » En embrassant une carrière d'athlète, puis de militaire et enfin de bodybuildeuse, Sally avait toute sa vie cherché à devenir autre chose que l'enfant battu d'Allentown. Elle s'était peut-être même rêvée en super-héroïne. Mais aux yeux du monde, elle n'est finalement parvenue qu'à être Killer Sally. Malgré ses tentatives d'appel et de révision de son procès, Sally n'est pas parvenue à faire réduire sa peine. Enfermée à la prison pour femmes de Chowchilla en Californie, Sally McNeil est restée emprisonnée pendant 25 ans. Condamnée à l'âge de 35 ans, elle est sortie libre à 60. Jamais les coups et les abus que Sally a subis n'ont été reconnus comme une des raisons de son geste, ni même comme une circonstance atténuante. Une étude réalisée en 2016 par le Vera Institute of Justice a pourtant révélé que près de 80% des femmes incarcérées aux États-Unis avaient subi des violences de la part de leur partenaire intime. Merci d'avoir écouté ce hors-série de Homicide. Si cette affaire vous a plu, dites-le nous avec des étoiles sur vos applis de podcast préférés.